Bonjour à tous, on attaque la saison 3 et les seules solutions au vu des analyses qui précèdent permettant de sauver notre pauvre France. Si on veut bien faire les choses, faut s'attaquer d'abord à la racine. Je vais montrer que cette racine, ce sont les droits de l'homme et tels qu'ils sont conçus, ils constituent un piège incroyable au même titre que la création monétaire pour manipuler les sociétés au niveau des prémices. La première direction à suivre, c'est l'objet de cette première vidéo de la saison 3, c'est de réformer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et toute sa philosophie obscurantiste héritée du siècle des Lumières qui la sous-tend. Qu'on se comprenne bien, les droits de l'homme sont une œuvre de civilisation extraordinaire, mais le problème c'est que cette œuvre n'existe pas encore. On a eu le droit jusqu'ici qu'il y a des droits de l'homme pervertis, utilisés comme manipulation sophistiquée du juste. Je parle pas des principes plus concrets comme la procédure pénale ou le consentement à l'impôt, par exemple, mais des valeurs les plus fondamentales qui sont viciées. L'égalité, la liberté, la propriété, ainsi que la philosophie générale d'ailleurs de cette déclaration. Alors, commençons avec le préambule de la déclaration de 1789 qui oriente l'affaire et qui débute en affirmant « Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. » Alors on nous dit là, il y a des malheurs, la seule cause, c'est l'absence des droits de l'homme. Le premier vice est là. C'est fondamental, c'est l'inversion. La cause de la maladie, c'est l'absence de médicaments. N'importe quoi. Comme si on disait aujourd'hui que l'absence d'hydroxychloroquine est la cause du coronavirus. C'est un non-sens. La cause des malheurs, c'est pas l'oubli des droits de l'homme, c'est le non-respect du principe d'égalité de valeur des êtres humains, ce principe dont j'ai beaucoup parlé, qui pose une distinction fondamentale entre être et apparence. Au niveau de l'être, par le simple fait que nous existons, nous avons une valeur infinie. Tous ceux qui nient cette valeur sont barbares. Soit qu'on nous juge sur notre apparence au sens large, soit qu'on nous enferme dans un jugement négatif parce que de telle ou telle origine, de telle ou telle couleur, de tel ou tel corps, intelligence, gène, opinion, handicap, croyance, etc. Soit qu'on commette envers nous un acte qui témoigne que notre vie n'a pas une valeur infinie. Tout ça, c'est barbare et ça part de la même idée. Les hommes ne sont pas égaux. Certains se croient supérieurs à cause de leur apparence et croient que d'autres sont inférieurs à cause d'un critère de leur apparence. Et je précise que l'apparence est une chose, les actes en sont une autre. Les actes qui violent le principe d'égalité de valeur des êtres humains, eux, doivent être punis, mais non pas tous. Le droit n'a pas vocation à tout régenter. C'est l'éducation, notamment au principe d'égalité de valeur des êtres humains, qui doit être première. La vérité, c'est que pour penser et comprendre le monde, il faut distinguer être, apparence, deux domaines différents. Celui de l'être, c'est celui de la philosophie, de la morale, de la connaissance du juste, et celui de l'apparence, c'est celui des faits qui arrivent dans ce monde et du droit, qui ne peut appréhender les sujets de droit qu'au travers de leur apparence de salariés, propriétaires, usagers, consommateurs, etc. C'est le domaine de la connaissance juridique. Le droit du latin ius, ça signifie ce qui est juste, une connaissance juridique qui suppose une connaissance du juste. Le droit doit puiser sa justice dans la morale philosophique et il doit y être relié pour être guidé vers le juste. Si on veut penser correctement le droit, pour qu'il soit juste, il faut faire 3 constats. 1. Tous les êtres humains ont une valeur égale et infinie au niveau du domaine de l'être, parce qu'ils existent indépendamment de toute autre considération. 2. Tous les êtres humains sont différents au niveau de leur apparence. 3. Les injustices, elles naissent quand un être humain nie ou rabaisse la valeur pourtant égale et infinie à la sienne d'un autre être humain au niveau du domaine de l'être en le réduisant à un critère lié à l'apparence. Origine, sexe, poids, couleur, taille, gène, etc. De l'incivilité la plus banale à l'insulte la plus blessante jusqu'au meurtre le plus sauvage, c'est la même logique qui prédomine. Ce n'est pas la logique de l'être, mais celle de l'apparence qui est absolutisée à la place de l'être. C'est la partie qui se prend pour le tout. On réduit la personne à un critère de son apparence. Quand je dis apparence, c'est tout, sens large. Ce n'est qu'avec ces 3 constats qu'on peut comprendre que la philosophie est par nature la boussole du droit pour la seule et unique raison qu'elle est connaissance du juste avec le principe d'égalité de valeur des êtres humains, et qu'ensuite le droit n'est que connaissance juridique,
et qu'enfin la connaissance du juste doit guider la connaissance juridique. Ainsi, le droit doit avoir sa boussole philosophique, sa boussole morale qui doit le guider vers le juste. Ce préambule, que fait-il ici de façon extrêmement perverse par cette inversion? Il perd le nord, il jette la boussole, il remplace la morale par le droit, et il se croit boussole. Pour ce préambule de taré, ce n'est dès lors pas l'absence de respect du principe d'égalité de valeur des êtres humains qui cause les malheurs publics, c'est l'absence du respect des droits de l'homme. Ce préambule, en affirmant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, il ignore, oublie ou méprise l'idée philosophique du juste, la morale donc comme fondement du droit. Il remplace la morale philosophique par les droits de l'homme qu'il présente comme la nouvelle morale. Ce préambule, en excluant le domaine de la morale philosophique, qui est le domaine de l'être, pour le remplacer par du droit, qui appartient au domaine de l'apparence, il supprime le dualisme être-apparence pour ne plus penser que par ce dualisme apparence-apparence, qui n'est pas un dualisme, mais un monisme. Les conséquences, c'est que tout ce qu'on affirme au sein de ce bloc, c'est ou noir ou blanc. Aucune nuance possible. C'est une pensée obscurantiste. C'est le principal apport du siècle des Lumières et de la franc-maçonnerie débile. Le manichéisme, oui, non, pour, contre, c'est très clivant et conflictuel. Vous avez, par exemple, des antiracistes qui, au lieu de s'élever au niveau de la philosophie de l'être et du principe d'égalité de valeur des êtres humains et de se battre pour civiliser la société en appelant à l'éducation de ce principe et à son respect, qui ne peut advenir que dans un cadre familial et sociétal stable et apaisé, avec des logements décents, des perspectives d'emploi, des écoles, des hôpitaux, des prisons, des tribunaux, etc. Au lieu d'appeler à tout ça, et donc d'appeler à préserver le cadre national, seul rempart contre les impérialismes financiers apatrides, ou d'appeler à sortir du système d'argent-dette qui nous spolie, au lieu de tout ça, vous avez des boulets qui stagnent dans le domaine de l'apparence et rejettent en bloc par association tous ceux qui ne sont pas comme eux, en devenant eux-mêmes également racistes. Et leurs opposants sont tout aussi crétins. Ce manichéisme est propice à l'affrontement communautaire, au sectarisme et au conflit frontal. Ce postulat du préambule, c'est aussi le terreau fertile pour l'opposition droite-gauche. Droite-gauche, voilà de la foutaise. Un gonze qui se dit de droite ou de gauche, c'est comme un mec qui vit en linéaire sur une feuille de papier. C'est un mec abstrait qui est plat, insipide, creux. La vérité, c'est qu'il va falloir enfiler les lunettes 3D pour définir correctement les positionnements politiques. Il faut de la hauteur et de la profondeur aussi, et du temps, en 4D. J'y reviendrai. Et les droits de l'homme, qui se substituent à la morale, qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? C'est du droit, de la connaissance juridique. Ils ne peuvent pas guider le droit. Et tous ceux qui croient aveuglément aux droits de l'homme, par bien-pensance fadasse, ceux qu'on peut appeler les droits de l'homiste, sont dans le faux. Ils sont en circuit fermé dans leur cerveau, comme ces francs-maçons sophistes, et qui se mordent la queue en croyant pouvoir s'auto-féconder. Ils se prennent pour des dieux et prennent les autres pour des êtres substituables. Alors oui, mais se gosseront-ils les droits de l'homme? C'est pas que du droit, c'est du droit naturel qui découle de la nature humaine, c'est quand même au-dessus de tout ça. Oui, mais non. Une fausse conception d'abord, comme on va le voir, de la liberté, de l'égalité, de la propriété, et tout sauf naturel, à moins qu'on entende par là le droit naturel du lion face au gnou. Et ensuite, le droit n'a rien de naturel. Une pomme, ça pourrit tout seul dans la nature. Mais un crime, par exemple, pour qu'il soit puni, il faut un consensus pour dire qu'il soit punissable. Il faut une morale, une philosophie derrière, par nature non contingente, qui montre que c'est mal de tuer et que le droit doit l'interdire. Et sans cette morale, on va droit vers toutes les dérives. Ignorer, oublier ou mépriser la philosophie au fondement du droit, la remplacer par des droits de l'homme, c'est faire du droit la boussole du droit, c'est faire guider le droit par le droit, c'est faire guider un aveugle par un aveugle. Fonder la connaissance juridique sur la connaissance juridique, c'est tourner en rond, c'est un cercle vicieux, complexe, luciférien, s'il en est, d'un monde auto-fécondé, celui de l'ouroboros, du serpent qui se mord la queue, et c'est ce que fait cette déclaration, comme vous le voyez, avec une symbolique de tordu, le petit œil pervers qui vous regarde au travers d'un triangle obscurantiste au-dessus d'une femme lascive qui se libère d'une chaîne pour s'en coller une autre, et d'un ange aux ailes noirâtres qui montre avec son cep d'autorité que les sociétés doivent se faire illuminer par ces conneries. Ouais, super.
Ce qu'il aurait fallu dire dans ce préambule, en giclant par ailleurs les références à l'être suprême planqué derrière son Judas, c'est que le peuple français, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris du principe d'égalité et de valeur des êtres humains sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Philosophiquement et juridiquement, ça change tout. On mettrait un principe moral absolu au fondement du droit, on lui donnerait au droit sa boussole, la connaissance du juste pour orienter utilement la connaissance juridique. Alors on va me dire, ah oui, ok, mais c'est un détail. Non, c'est majeur, comme la force gravitationnelle, et ça régente notre monde, même si on s'en moque. La suite du préambule continue logiquement dans sa connerie. On résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Non, on devrait dire on résolut d'exposer le principe moral naturel consubstantiel à la nature humaine, inaltérable et sacré de la valeur infinie de tous les êtres humains, du simple fait de leur existence propre, quelles que soient les différentes formes que puissent revêtir leur existence, ainsi que d'exposer les principes fondamentaux qui en découlent en droit. Et là, on aurait une base saine pour orienter correctement la suite des droits et non pas en faire une manipulation sophistiquée du juste. D'ailleurs, je précise pour les esprits méga tordus que tous les êtres humains sont des êtres humains, il n'y a pas de faux humains et de vrais humains, ou de sous-humains et de surhumains. Ceux qui se croient des vrais humains ou des surhumains au détriment d'autres qui ne seraient que des faux humains ou des sous-humains sont des barbares obscurantistes. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Pas bien. Quoi pas bien? Oui, pas bien. Belle formule, mais pas bien. Pas bien du tout. Alors, pour comprendre, décortiquons. Attachons-nous d'abord au morceau de phrase « Les hommes naissent et demeurent égaux en droit ». Comme ça, sur le papier, ça paraît bien, ça fait vérité révélée. Mais en analysant, on va voir derrière que ça fait pas tripette. C'est totalement injuste en plus d'être faux. Alors il faut d'abord comprendre ce qu'est l'égalité, c'est fondamental. L'égalité, qu'est-ce que c'est? L'égalité en soi, c'est le signe égal qui vient entre deux termes pour signifier qu'ils ont la même valeur. En valeur absolue, genre un homme égale un homme, ou en valeur relative, genre un citoyen pauvre égale un citoyen riche. L'égalité de valeur des hommes, c'est une égalité en valeur absolue. Ils sont tous égaux en valeur parce qu'ils existent, point barre. Cette égalité n'est pas conditionnée par rien. Je ne parle pas de dignité, ce n'est pas adapté, ça prête à interprétation et du coup à confusion. Se fonder sur la valeur a l'avantage d'être clair et pas ambigu. Il n'y a pas de question d'honneur et de dignité perdue à retrouver ou blessée. Au passage, une société qui place la vertu, la dignité, l'honneur personnel, familial ou tribal au-dessus de la valeur intrinsèque des êtres humains est profondément barbare. Je vous laisse deviner les exemples, ça pullule. En revanche, son apparence à l'homme est toujours relative, contingente car différente et pour 1000 causes. L'égalité en droit, elle, c'est une égalité en valeur relative, les droits relatifs à l'homme. Ils sont toujours conditionnés. Par exemple, il y a des conditions pour être citoyen, pour exercer les droits qui s'y rattachent, comme le droit de vote, faut être majeur, etc. Et le droit qui ne se déploie que dans le domaine des apparences ne peut appréhender, naturellement, que l'apparence de l'homme. C'est pourquoi il ne peut que créer des catégories en discriminant toujours, c'est sa fonction, discriminer, pour mettre les hommes réduits à des concepts dans des boîtes selon certains critères. Il connaît ainsi l'élu, le citoyen, le contribuable, le délinquant. S'il connaît l'être humain, c'est toujours de façon médiate par le biais de ces concepts, pour leur appliquer ensuite la règle de droit. La valeur de l'être humain avec ce système devient relative. Le juge, au final, c'est lui qui seul dit quel droit de l'homme prime, puisqu'il les concilie, comme par exemple le droit à la vie et le droit à disposer de son corps, ou le droit de grève et le droit de continuité de service public, et il le fait toujours de façon discutable à chaque fois au regard des contraintes multiples qui sont les siennes. Parce qu'elle est relative, l'égalité en droit reproduit en droit l'inégalité en fait lorsqu'il impose le droit, une égalité arithmétique entre le renard et la poule. Par exemple, A qui a 1000 euros de revenus paye une redevance de 150 euros et B qui a 10 000 euros de revenus paye une redevance de 150 euros. Et l'égalité en droit reproduit également proportionnellement en droit l'inégalité en fait lorsqu'elle impose une logique géométrique. Par exemple, A avec son revenu de 1000 euros paye 10% de son revenu sous forme de taxe et B, pareil, avec son revenu de 10 000 euros, il paye 10% de son revenu sous forme de taxe.
Donc au total, l'égalité en droit, ainsi conçue, ne fait que perpétuer les inégalités, ne vous y trompez pas. On parle bien dans cette déclaration de la majestueuse égalité des droits qui interdit aux riches comme aux pauvres de mendier dans la rue ou de voler du pain dans les poubelles des magasins, ça fait une belle jambe aux riches, vous me direz. Ou de la majestueuse égalité des droits qui autorise le riche comme le pauvre à manifester dans la rue pour leur pouvoir d'achat ou pour conserver leur niveau de retraite qu'on leur sucre. Et ça leur fait deux belles jambes aux pauvres. Du coup, les rédacteurs de la déclaration ont rajouté l'exception juridique, parce que quand on fait une erreur, autant y aller à fond. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, histoire de compenser les inégalités. Deux remarques sur cette méthode principe-exception. D'abord, ce critère utilitariste, exception au principe, ça peut être tout et n'importe quoi. Si on juge que le remboursement de la dette publique est d'utilité publique, alors même qu'elle est une arnaque incroyable, illégitime et impayable, fondée sur la spoliation du premier levier de la souveraineté, donnée en pâture aux charognards par nos traîtres nationaux apatrides, eh bien, on peut vous sucrer tous vos droits et vous serez incapable de satisfaire vos besoins fondamentaux et personne n'en aura rien à foutre, ça sera légal. Et on en prend le chemin complètement. Ensuite, avec ça, il s'agit de créer une inégalité pour compenser une inégalité. Ça, c'est la vision du moins-disant. Ah, il est borgne, je vais crever un œil à tout le monde pour équilibrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autrement dit, en décodé, la discrimination positive, c'est l'aveu de l'échec du droit qui se révèle impuissant à être juste. Alors, il est doublement injuste, histoire de compenser. Stupide. Pourquoi ne pas développer le droit plus simplement et de façon plus juste au lieu de cumuler deux injustices qui s'annulent rarement ? Je vais illustrer le propos. Par exemple, on en vient avec leurs conneries, comme ça a été proposé par le Haut Conseil à l'égalité de ma fesse droite avec ma fesse gauche, à chronométrer la parité de temps de parole lors des réunions. En gros, l'idée, c'est t'as le mauvais sexe, ferme ta gueule. Alors qu'on aurait pu imaginer que cette personne qui veut parler, indépendamment de son sexe, avait peut-être quelque chose d'intéressant à dire. L'égalité en droit qui fonde le droit, ça aboutit à vouloir tout régenter pour tout égaliser, tout uniformiser, à couper les têtes qui dépassent parce qu'on navigue uniquement dans le domaine de l'apparence. Et du coup, on supprime les libertés pour tout égaliser au niveau social et on supprime l'égalité pour tout libéraliser au niveau économique. Deux choix totalement extrémistes et totalitaires, au lieu d'avoir une juste mesure dans les deux cas. Les quotas de tout, partout, on prend le problème à l'envers, comme toujours, les jambes passent pas dans le pantalon, on les coupe au lieu de changer de pantalon. Changer de pantalon, ça consisterait à faire la promotion du principe d'égalité de valeur des êtres humains dans la société par l'instruction, avec des écoles au service des petits citoyens et non au service du marché ou d'une idéologie big brotherienne, faire la promotion du principe d'égalité de valeur des êtres humains par l'éducation et donc par une politique de la famille, du logement et de l'emploi. Mais on peut pas, à cause du système d'argent-dette couplé à un ultra-libertarisme mondialiste, le tout encastré dans des traités dits européens, on peut pas promouvoir non plus le principe d'égalité de valeur des êtres humains dans une culture de mort qui vend la mort comme un divertissement costumé ou télévisuel. Et comment promouvoir le principe d'égalité de valeur lorsqu'on vit sous le régime littéraire, juridique, social, politique, économique, d'une philosophie du déni du domaine de l'être, comme j'ai expliqué, sans parler de la corruption, du cynisme sans borne des gouvernements apatrides. Des sans-culottes aux sans-cervelle actuels qui vendent les bijoux de famille, pas un pour attraper l'autre, c'est le nudisme intellectuel le plus intégral. Et cette déclaration est au cœur de notre ordre juridique. J'exclus de mon propos acerbe le magnifique préambule de 46 qui a voulu corriger le tir avec de très beaux principes sur lesquels j'ai absolument rien à dire et qui ne sont au final que des dérivés du principe d'égalité de valeur des êtres humains. Par exemple, la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Des moyens convenables d'existence. Ça, c'est fabuleux. Satisfaire nos besoins fondamentaux, je vais y venir. Seulement,
Ces principes ne reçoivent qu'une application relative, voire inexistante, ces beaux principes, à cause des déficits publics, de la dette, etc. et parce qu'ils s'inscrivent toujours dans le cadre du péché de 1789 et qu'essayer d'apporter une correction lorsque c'est tout l'ensemble qui est bancal, corrompu, vicié, pourri, c'est loin d'être idéal. C'est pourquoi j'aurais préféré lire dans un article premier, non pas les hommes naissent et demeurent égaux en droit, affirmation stupide s'il en est, mais plutôt les êtres humains naissent et demeurent égaux en valeur. Parce qu'un être humain égale un autre être humain, toujours, sans distinction sociale ou autre, sans distinction aucune, égalité absolue, parfaite. Mais cette affirmation n'est pas encore juridique. Dans un article 2, on pourrait alors exposer les principes juridiques fondamentaux qui en découlent nécessairement. Chaque être humain a le droit de satisfaire ses besoins fondamentaux, tant physiques, physiologiques, affectifs, psychologiques, intellectuels ou moraux. Et si on voulait placer l'écologie, ça serait là. Chaque être humain ou société humaine a le droit d'user de la nature pour la satisfaction de ses besoins fondamentaux, mais non pas d'en abuser. On pourrait même préciser, pour faire la jonction entre l'homme et le citoyen, ce qui est capital, que aucune société n'est juste si elle ne garantit à chacun de ses membres d'avoir une chance réelle et sérieuse de disposer d'un logement décent, dans un environnement sain, d'habits, de nourriture, de médicaments et de soins, selon ses besoins, de vivre sans crainte pour son intégrité physique, psychique, morale, d'être inséré dans la collectivité, de se construire un équilibre psychologique et de développer ses facultés intellectuelles par l'instruction et ses facultés morales par l'éducation. Les mots ont un sens, autant l'utiliser correctement. Je parle des membres ici de la société, et les citoyens, et non pas de tout être humain pour une raison logique, le principe de réalité. Le pouvoir politique doit s'occuper, de ses membres, qui constitue le peuple souverain, qui a consenti à ce qu'il gouverne pour eux. 2, il ne gère pas ce qui se passe chez le voisin, avec son droit interne. Et 3, il peut et il doit utiliser le levier du droit international pour promouvoir le principe d'égalité de valeur des êtres humains et surtout conformer ses actes internationaux à ce principe. Oui, faut montrer l'exemple avant de la ramener. Il faut pas juste faire des guerres pour enrichir la finance apatride et foutre le bordel dans les autres pays comme le font nos politiciens. Dans un article 3, on pourrait alors exposer le principe juridique d'égalité et la technique juridique qui permet de le mettre en œuvre correctement en le rattachant au principe d'égalité de valeur des êtres humains. Les citoyens sont égaux en droit dès lors que cette égalité ne viole pas l'égalité de leurs valeurs intrinsèques. Et oui, si l'égalité des droits conforte le principe d'égalité de valeur des êtres humains ne la viole pas, qu'on la proclame. Si l'égalité des droits, en revanche, viole le principe d'égalité de valeur des êtres humains, qu'on la condamne. À quelles conditions, donc, l'égalité en droit doit-elle être conçue pour être conforme au principe d'égalité de valeur des êtres humains, et donc juste? Pour attacher le droit à la justice, il faut 2 conditions. D'abord, savoir où on va, ça impose de reconnaître la primauté du principe d'égalité de valeur des êtres humains, qui est la boussole du droit pour le guider vers le juste. Et ensuite, savoir comment on y va. Ça impose de connaître les routes juridiques, d'avoir aussi la carte en main, donc, pour se repérer. Je vous la résume, c'est dense et ça vous parlera probablement pas, mais je vais faire une vidéo en suivant avec comme exemple le pluralisme. Bref, la suite de l'article 3 devrait indiquer. La loi a pour finalité supérieure de faire respecter le principe d'égalité de valeur des êtres humains. La loi, soit qu'elle assimile, soit qu'elle discrimine les citoyens dans le but de leur appliquer un traitement identique ou différencié, doit nécessairement faire un traitement identique des cas semblables, se trouvant dans des situations comparables, et un traitement différencié et équitable des cas différents, ou des cas semblables se trouvant dans des situations différentes, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la détermination de la similitude ou de la différence des cas et des situations repose sur des critères objectifs et cohérents par rapport à l'objet de la loi et pertinents et conformes par rapport à sa finalité propre. Dans la vidéo que je vais faire, je vous rassure, ça sera expliqué, je montrerai que si on ne s'en tient pas exactement à ça, et si on n'a pas la bonne technique juridique, on en vient à squeezer la démocratie, et ce, au nom du pluralisme hypocrite et tragique. Avec ces quelques phrases, on s'assure que le process juridique soit effectivement relié au principe d'égalité de valeur des êtres humains. Et ce n'est qu'ainsi qu'on peut avoir de la justice, la liberté et la propriété au prochain épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.